Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cet appel est enregistré. À ce stade, tous les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste au cours de l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Pour les participants de l'Internet qui ont besoin de soutien, servez-vous de la fonction de dialogue à l'écran. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Madame Jennifer Verma, directrice principale pour la Fondation canadienne d'amélioration des services de santé. Allez-y, Madame Verma. Jennifer Verma, merci et bienvenue à ce webinaire Rapatrier l'innovation, utiliser des récits de soins de santé pour provoquer l'amélioration. Nous sommes heureux de fournir l'interprétation simultanée pour l'auditoire francophone. Je vous dis qu'une partie des diapos seront en anglais seulement, mais nous vous enverrons les documents entièrement traduits suite à l'appel d'aujourd'hui. Tandis que je présente les conférenciers, vous avez commencé à le faire d'ailleurs, prenez un petit instant pour vous présenter grâce à la fonction de dialogue. Nous sommes accompagnés des équipes d'amélioration pour ce webinaire et ces équipes proviennent de partout au Canada. Donc en plus de nous dire qui vous êtes et d'où vous venez, dites-nous aussi à quel projet collaboratif vous appartenez de la FCISS. C'est la toute première fois que nous avons une réunion des projets collaboratifs depuis l'atelier du mois de février dernier. Alors, je suis heureux de présenter les conférenciers aujourd'hui. Esty Neuwirth, qui est directrice de l'évaluation pour le Center for Evaluation and Analytics de Kaiser Permanente, qui se joint à nous de San Francisco aujourd'hui. Mireille Brosseau, gestionnaire de projet pour la participation du patient et les programmes professionnels à l'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario, ici à Ottawa, et elle nous appelle de chez elle à Gatineau aujourd'hui. Ensuite, Doug Eby, qui est vice-président services médicaux South Central Foundation en Alaska, à Anchorage, ainsi que Karen McIntyre, directrice développement organisationnel, elle aussi à Anchorage. Nous avons aussi Jessie Checkley, qui est responsable du programme pour la participation du patient à l'amélioration, Claudia Amar, qui est responsable de l'amélioration pour le projet collaboratif Approach Inspired, ainsi que nos productrices Kelly et Sheena, que vous connaissez à présent très bien. Alors, l'objectif de l'appel d'aujourd'hui, nous allons parler de récits et de leur place dans le cadre de la santé et de l'amélioration. Donc, nos objectifs sont de partager les expériences des patients, des familles, des communautés, des prestataires de première ligne et déterminer comment cela peut façonner et provoquer les améliorations en santé. Nous aurons des exemples bien pratiques de la forme que cela peut prendre. Comme vous le voyez, la narration, le récit peut permettre une autoréflexion, une compréhension partagée parmi les équipes de santé, mais cela peut aussi communiquer une vision et provoquer à l'action, motiver le personnel à se consacrer à l'amélioration. Et c'est également un excellent moyen de communiquer des progrès à la direction. Alors, nous voulons que vous ayez des conseils pratiques suite à ce webinaire pour l'écoute active, c'est-à-dire savoir comment vous concentrer sur un événement marquant lorsque vous l'entendez et vous servir d'approche pratique pour intégrer les récits dans votre pratique. Alors, on parle ici de l'art, du métier. Et enfin, on veut vous engager d'une manière au moins à vous fonder sur les expériences dans votre travail quotidien afin d'impulser les améliorations de soins pour les patients et leurs familles. Alors, au cours du webinaire d'aujourd'hui, on veut savoir comment vous vous engagerez. Alors, dites-nous ce que vous allez intégrer à votre travail d'amélioration et servez-vous, on ne l'a jamais fait dans le passé, c'était une première fois, mais servez-vous de ces hashtags ferez et envisagerez. En anglais, will do ou will consider. Comme je le disais, ce webinaire vise à comprendre les récits, mais aussi à les partager. Patricia Hampel, une écrivaine américaine, dit que on ne fait pas que subir une expérience, elle nous est confiée. C'est à chacun d'entre nous d'en faire quelque chose. Un récit peut être cette chose, mais cela peut aussi être une ouverture sur autre chose. En santé, nous préconisons souvent certaines voies plutôt que d'autres. Mais nous sommes tous d'accord que chacun d'entre nous, patients, proches, membres de la communauté, prestataires ou une combinaison de toutes ces choses, ont une expérience et une expertise à contribuer. Donc nos conférenciers d'aujourd'hui vont nous parler des moyens par lesquels les récits peuvent faire un pont des expériences afin d'avoir des soins plus réactifs, plus opportuns. Alors, le récit est un langage commun. Voici une excellente citation de Narrative Matters, qui est une section particulière de Health Affairs
journal spécialisé, qui dit chacun d'entre nous a des histoires, des récits pour changer le monde pour le mieux. Mais nous devons tous trouver le moyen de comprendre la valeur de ces histoires, de ces récits. Alors, sans remettre au récit des gens qui ils sont, ce qu'ils croient, qu'est-ce qui est important pour eux, quels sont leurs objectifs, cela nous permet de mieux comprendre leurs valeurs. Et en santé, on est tellement coincé sur des facteurs comme, par exemple, la durée de séjour, que peut-être que ce n'est pas si important les 5 ou 15 jours passés par Frank à l'hôpital. Peut-être que et ce qui est important, ce sont les 350 jours que Frank passe chez lui. Peut-être qu'il est temps de voir comment Frank peut rester chez lui. Peut-être que ça, c'est son objectif principal et que cela devrait être le nôtre. En santé, souvent, le récit de Frank n'est pas très bien perçu du point de vue des données probantes. C'est une question d'idée ou d'opinion. D'ailleurs, c'est ce qui est le moins important. Mais des données probantes très récentes nous disent qu'il existe un élément de récit dans tout ce que l'on fait. Et en se renseignant sur Frank, on peut apprendre comment mieux concevoir la recherche. Nous allons aussi apprendre à être précautionneux. C'est-à-dire que certaines recherches ont des critères d'exclusion qui ne représentent pas les besoins de Frank. Anne Lamott, une écrivaine de San Francisco, nous dit que les récits nous obligent à regarder la vie de manière immédiate, c'est-à-dire que l'expérience communique quelque chose d'immédiat. Janet Burway nous dit aussi que lorsqu'on raconte un récit, on le couche sur papier, donc il s'agit d'une nouvelle forme qu'on lui donne et ainsi il est adjoint de nouveaux objectifs. Donc lorsqu'on pense à des études de cas qui peuvent contribuer à améliorer les soins, sans remettre au récit sur les patients, cela peut impulser l'amélioration fondée sur les connaissances de ce patient. La littérature scientifique nous dit à quel point les histoires, les récits sont importants. D'ailleurs, nous avons des résultats ici de pré-enquête. Une chose que l'on peut savoir, c'est qu'il est simplement possible de parler de soi ou de son expérience dans la langue qui nous est disponible. Donc, si la langue est riche et qu'elle peut nous éclairer, si elle est restreinte, eh bien, elle peut nous opprimer. On peut dire la même chose de la technique. Donc, aujourd'hui, nous allons partager des exemples d'innovation qui rendent ou qui matérialisent des moyens délibérés de prioriser l'expérience et le partage des expériences afin de concevoir des stratégies qui améliorent les soins. Alors, nous avons fait une enquête au préalable. Merci à tous ceux d'entre vous qui avez répondu. Alors, voici un aperçu très global de ce que vous avez dit. En ce qui a trait à pourquoi vous vous en remettez au récit, eh bien, vous avez dit que ça pouvait être, pour fixer l'amélioration en tant que processus, un résultat, ou alors qu'il s'agit d'un précurseur nécessaire au changement. Vous avez dit que cela pouvait humaniser les données. Vous nous avez aussi dit que les récits sont utiles pour tout le monde, du conseil d'administration au chevet du patient, mais vous vous inquiétiez. Quelques-uns nous ont dit que l'attitude demeure très souvent qu'il s'agit d'une anecdote, que c'est une attitude anecdotique, notamment chez les hauts dirigeants et les médecins. Ils cherchent des statistiques, des données probantes associées à des chiffres concrets. Inversement, vous avez aussi dit qu'en fournissant le récit des patients, les gens, les parties prenantes, écoutent plus attentivement. À savoir comment vous réunissez ces renseignements, il n'y a pas de limite. Vous le faites en personne, au téléphone, des récits racontés, écrits, et ainsi de suite. C'est très présent dans ce que vous faites. Et on veut essayer de comprendre cela davantage aujourd'hui. Alors, pour lancer l'utilisation des récits vidéo et comment cela a changé les façons de faire à Kaiser Permanente, accueillant à présent Esti Norris. Merci beaucoup, Jennifer. Je suis vraiment très heureuse de vous entretenir aujourd'hui du travail que l'on fait à Kaiser Permanente et des moyens par lesquels on a répandu l'utilisation des récits dans notre organisation. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Jennifer Varma, oui, tout à fait, on vous entend très bien. Esti Norris, très bien. Alors, le Dr Sanders, qui est chroniqueur au New York Times, a écrit un livre très intéressant sur les récits de patients. Et le message clé de son ouvrage, et d'ailleurs il y a beaucoup de récits dans cet ouvrage, mais ce qu'il faut retenir de cet ouvrage, c'est qu'un patient
lorsqu'il s'adresse à un clinicien, vient avec un récit. Et ce n'est que lorsque le clinicien arrive à véritablement écouter le récit de ce patient ou le récit de la famille et qu'il arrive à intégrer dans ce récit ses connaissances cliniques, ses données probantes et qu'il le reflète auprès du patient grâce à son expérience clinique, donc de manière à accompagner le récit, que c'est à ce moment-là que la guérison véritable commence. Et elle raconte d'innombrables récits de cas où les patients ne sont pas écoutés et que les éléments de leur récit ne sont pas intégrés aux données probantes et à l'expérience clinique et que leur cheminement de guérison commence très souvent très tard, sinon trop tard. Alors, nous constatons qu'il existe un parallèle au sein de notre organisation. À titre d'organisation, lorsque nous pouvons véritablement écouter le récit de notre patient, de sa famille, et que nous arrivons à intégrer tout ce que l'on connaît à partir de nos données, de nos efforts d'amélioration de la qualité et toutes nos connaissances organisationnelles, cliniques, c'est à ce moment qu'une véritable transformation organisationnelle peut se produire. Et un des moyens clés par lesquels on l'a fait, c'est que nous avons enchevêtrer le récit du patient dans tout le cheminement de l'amélioration de la qualité. Donc, très tôt dans le processus, quand on fait l'évaluation, et d'ailleurs, ceci devrait vous paraître familier si vous êtes féru d'amélioration de la qualité. Donc, il s'agit du modèle d'amélioration développé par Associates in Process Improvement. Cela nous permet d'intégrer les capacités d'amélioration de la qualité dans l'ensemble de notre organisation en fonction du processus planifié, exécuté, étudier et agir. Ensuite, nous faisons des tests de changement et ensuite, nous mettons en œuvre, nous contrôlons et nous mesurons afin de voir si nous obtenons les résultats escomptés. Donc, nous intégrons les récits des patients dans l'ensemble, car leur récit est important pour tout le cheminement. Et je vais parler dans le détail d'ailleurs des moyens par lesquels on se sert de vidéos pour y parvenir. Mais comme un grand nombre d'entre vous, on se sert de divers modèles. Or, la vidéo est quand même un outil très puissant, c'est pourquoi on s'en sert beaucoup. Et vous savez sans doute pourquoi, je vais d'ailleurs vous en expliciter les raisons un peu plus tard. Alors, pourquoi se sert-on de l'ethnographie vidéo et des récits filmés? Eh bien, c'est parce que cela nous permet de réunir des récits présentés ensuite dans des réunions. Et ces récits aident les gens à comprendre pourquoi. Pourquoi un changement s'impose? Pourquoi il faut commencer un cheminement d'amélioration de la qualité? On ne peut pas toujours faire venir des patients, on ne peut pas toujours avoir une représentation très large des patients. Les patients que l'on rencontre au jour le jour. Donc, les vidéos sont un bon moyen de substitution, surtout si on essaie de comprendre les enjeux touchant une population vulnérable. Par exemple, les patients, tandis qu'ils se préparent à rentrer chez eux suite à un séjour hospitalier. Dans ce contexte, l'expérience pré-congé nous a permis d'interviewer des patients, des familles, afin de comprendre quelle est leur expérience dans le moment. On présente cette vidéo par la suite d'entretiens qui ont été faits pendant ces moments. On les présente dans des réunions d'amélioration de la qualité, d'autres réunions avec des dirigeants, des équipes, et cela permet d'impulser le changement. Je vais d'ailleurs vous présenter une étude de cas sur les moyens par lesquels nous avons réussi à améliorer les taux de réadmission à 30 jours grâce à l'intégration de ces récits de patients et des renseignements contextuels inscrits ou saisis dans ces vidéos. Donc ensuite, à part les vidéos et l'ethnographie, on peut engendrer de nouvelles idées de changement. Et les vidéos, d'ailleurs, peuvent contribuer à l'exécution de cette amélioration. Donc, comme je le disais, on se sert de divers moyens pour comprendre l'expérience du patient, comprendre les possibilités d'améliorer notre système, qu'est-ce qui fonctionne bien, où nous avons des faiblesses. Et la vidéo-ethnographie, la narration, c'est véritablement une méthode utile. Donc, bien que l'échantillonnage soit plus petit que pour les enquêtes, les récits sont beaucoup plus percutants. Et également,
cela nous permet de nous intéresser à la co-conception. Et d'ailleurs, je sais que vos collègues du Canada auront quelque chose à vous raconter à ce propos. Il se fait des expériences sur le plan de la co-conception. C'est ce que l'on fait nous, chez nous, car on pense que la co-conception est très utile à l'amélioration de la qualité. La narration vidéo et la vidéoethnographie peut faire partie du processus d'amélioration de la qualité dès le début du processus d'amélioration de la qualité ou même jusqu'aux phases de mise en œuvre. On s'est à présent servi de la narration vidéo dans toutes sortes de projets. Comme je le disais un peu plus tôt, on s'en est servi dans le transfert de l'hôpital au domicile pour améliorer ces transitions. Vous entendrez un exemple plus tard des moyens par lesquels on s'en sert dans le soin à domicile, mais pareil, on s'en sert dans les soins de cancérologie et de diabète. On invite les patients à venir discuter avec nous. On s'est adressé à eux à leur chevet. On a été en clinique externe. On a fait des entretiens contextuels grâce aux vidéos. Nous avons aussi été dans la salle d'examen avec la caméra. Après, évidemment, obtenu l'autorisation du patient, de sa famille, qu'ils aient signé les formulaires nécessaires, qu'ils soient parfaitement à l'aise avec le processus. On se sert de petits caméscopes et on essaie d'être aussi discret que possible. Et cela nous permet de véritablement se servir de l'outil dans toute une gamme de contextes qui sont essentiels à l'amélioration des priorités et des soins dans nos organisations. Alors, la puissance de la vidéo. La vidéo permet à toute l'équipe de voir et de comprendre ensemble. Vous connaissez peut-être l'approche de jumelage, le shadowing, que nous avons appliqué dans notre organisation aussi. Le jumelage est un outil très utile. Cependant, lorsqu'on fait du jumelage ou de l'ethnographie sans vidéo, c'est l'ethnographe qui prend connaissance de l'expérience du patient. C'est l'ethnographe qui suit le patient et il répercute ses renseignements à l'équipe. Cependant, lorsqu'on ajoute la vidéo à cette expérience de jumelage ou d'ethnographie, ensuite, on peut présenter un film qui permet à toute l'équipe d'être sur le terrain. C'est ce qu'il y a de plus réaliste. Et la conversation, les idées qui sont produites, et dans ce cas-ci, on parle d'équipes qui comprennent aussi des patients et des membres de la famille, très souvent. Alors, les conversations sont beaucoup plus approfondies. Alors, comment commençons-nous? Eh bien, nous suivons un processus en quatre étapes. À présent, nous avons enseigné ces méthodes à des milliers de personnes, comment faire une narration vidéo. Et laissez-moi faire une petite distinction. Dans notre organisation, on fait une différence entre la narration vidéo et l'ethnographie. La narration vidéo est définie, selon nous, comme un entretien avec un patient ou un membre de sa famille. Et ces récits sont très percutants. La vidéoethnographie est plutôt une série d'entretiens ou d'observations avec des patients, des membres de la famille et du personnel. Donc la différence entre la narration et l'ethnographie, comment on l'enseigne et comment on la diffuse dans l'organisation, c'est qu'avec l'ethnographie, vous pouvez tracer des tendances, des thèmes, les produits livrables, les vidéos, les rapports que vous élaborez suite à l'ethnographie vidéo se concentrent sur les tendances, les thèmes, en plus des récits. Donc, il y a un plus grand échantillonnage avec la vidéoethnographie. Or, les processus sont similaires. Donc, nous enseignons très souvent la narration vidéo avant la vidéoethnographie, car c'est un excellent tremplin vers la vidéoethnographie. Alors nous commençons tous ces projets avec la phase de la planification. Pendant la planification, on demande aux gens de réfléchir à ce qu'ils veulent améliorer. Quelles sont les pratiques qu'ils veulent diffuser? La perspective de qui voulez-vous communiquer? Et est-ce que la voix du patient, de sa famille, ajoute une valeur sur le plan de la diffusion de votre projet d'amélioration de la qualité? Ensuite, on pense à la taille des échantillons et on garde de petits échantillons, 7 à 200. C'est important surtout lorsqu'il est question d'approfondir la question et d'avoir des données qualitatives. Et on cherche
la saturation. Donc, normalement, après 5 à 10 entretiens en profondeur, on commence à trouver des tendances, des thèmes récurrents, et donc on sait qu'on n'a plus besoin de faire des entretiens. Et ces entretiens peuvent durer d'1 à 3 heures. Très souvent, on s'adresse aux patients chez eux, on fait les entretiens en clinique, on se sert aussi de jumelage, d'observation, de manière contextuelle autant que possible. Et on rencontre les patients chez eux, où ils vivent, où ils reçoivent des soins. Et voici un exemple d'étude pour un projet que nous avons fait il y a quelques années. Nous avions 4 membres de l'équipe. On a passé 2 jours à faire des entretiens, des observations. On a pu interviewer 8 patients et proches de ces patients. Nous avons aussi interviewé 7 cliniciens et membres du personnel et nous les avons observés également. Et globalement, nous avons évalué 6 processus. Le processus d'évaluation du patient en hôpital, les visites en clinique externe, les soins à domicile avec le patient et quelques autres processus dont le bilan comparatif des médicaments et quelques autres éléments. L'idée des données qualitatives et de la collecte et de l'analyse des données, comme vous le savez sans doute, c'est qu'on se sert de données pour engendrer de petits essais de changement ou pour élaborer des processus que l'on pourra tester grâce à des données quantitatives ou que l'on pourra tester par l'entremise de petits essais de changement que vous mesurerez par la suite. Donc, avant de diffuser à large échelle, on commence petit et on fait simple. Il faut être opportuniste sur le plan de la stratégie d'échantillonnage, car on parle de données pour l'amélioration de la qualité, non pas pour de la recherche traditionnelle. On enseigne un grand nombre de choses dans notre organisation et nous avons une nouvelle politique d'ailleurs au sein de notre organisation sur le plan de l'utilisation de l'ethnographie pour l'amélioration de la qualité. Et donc, il est très important de protéger les bandes car elles contiennent des renseignements confidentiels. Donc, on s'assure d'envoyer au personnel, aux patients, aux familles, avant d'allumer tout caméscope, d'envoyer les formulaires. Et on ne peut pas chasser les anecdotes. Donc, on ne peut pas apporter de grands changements systémiques en fonction de petits échantillons. Lorsque c'est possible, on combine les données qualitatives aux données quantitatives et on se sert de prototypes pour tester et mesurer. Ensuite, la prochaine phase du projet ethnographique est l'aspect exécution. À ce moment, on fait les entretiens, on fait les observations et il s'agit d'avoir l'état d'esprit vous jader. Vous connaissez déjà, sans doute, le déjà vu. Cette idée, lorsque vous allez à un endroit, vous n'y êtes jamais allé. Et vous avez un sentiment de l'avoir déjà vu pourtant. Alors vous jadez, c'est le contraire. C'est quand vous allez à un endroit où vous êtes allé très souvent, et pour certains d'entre vous, ça peut être au chevet d'un patient, ou alors ça peut être la clinique, ou si vous êtes une infirmière à domicile, c'est peut-être dans le domicile d'un patient. Alors, l'état d'esprit dont on parle lorsqu'on veut mettre en œuvre un projet ethnographique, c'est l'état d'esprit du débutant. Si vous faites du yoga ou de la méditation, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit de l'enfant. C'est-à-dire qu'on met de côté nos a priori, on écoute attentivement, on pose des questions, pourquoi, et on est très présent. Margaret Mead, anthropologue très connue, a dit que ce que les gens disent, ce que les gens font, et ce qu'ils disent qu'ils font sont des choses de nature totalement différente. Vous vous dites peut-être cela, par exemple, lorsqu'il est question de laver les mains. À partir des données, on sait que lorsqu'on demande aux gens, aux cliniciens, aux infirmières, aux médecins, lavez-vous vos mains avant de rencontrer un nouveau patient ou après avoir vu un patient, avant de toucher un nouveau patient. Globalement, dans les données d'enquête, les cliniciens disent qu'effectivement, ils lavent leurs mains. Et le taux de réponse, ou enfin les réponses sont souvent de l'ordre de 90 à 95% lorsqu'on sonde les cliniciens. Or, lorsque l'on fait de l'observation sur l'hygiène des mains, même lorsque les cliniciens savent qu'on les observe, les données sont radicalement différentes. Ça tourne autour de 60% ou moins quant au taux de conformité réel.
Vous le constatez peut-être dans votre expérience personnelle, lorsque vous allez chez le dentiste ou chez le médecin. S'il vous demande, par exemple, est-ce que vous passez la soie dentaire tous les jours? Parfois, on dira oui, parce qu'on veut faire plaisir aux cliniciens. Peut-être qu'on a honte. Et c'est précisément ce qui se fait dans les pratiques cliniques pour les patients, le personnel. Ce qu'ils nous disent et ce qu'ils font sont peut-être deux choses complètement différentes. Et c'est pourquoi les observations sont si importantes. Il ne s'agit pas de pincer quelqu'un qui vous raconte un mensonge. Non, c'est simplement qu'il existe souvent un décalage entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et c'est formidable et très utile lorsqu'on essaie de faire la triangulation. Lorsqu'on parle aux gens et qu'on les observe, on obtient des données qui nous permettent de bien mieux comprendre l'expérience du patient, de la famille et les points auxquels on peut apporter une différence. Alors, en 2008, à Kaiser Permanente, nous avons entamé un processus qui nous a permis de comprendre quel était notre rendement sur le plan des réadmissions à 30 jours. Et un des premiers éléments de ce travail concernait la compréhension de l'expérience du patient. Donc avant d'élaborer des ressources, on s'est dit, il faut consulter nos patients pour comprendre ce dont ils ont besoin, quelle est leur expérience. Alors nous avons fait de l'ethnographie vidéo dans 3 régions distinctes et nous avons fait la collecte des renseignements, nous l'avons analysé, codé de manière très simple et rapide à l'aide d'Excel, simplement des tableurs Excel. Et ce qu'on a constaté, c'est que les patients estimait que pendant le processus de congé, bon, d'abord, il n'aimait pas beaucoup l'expression dont on se servait nous, discharge. C'est une expression qu'il trouvait peu familière et ne comprenait pas ce que cela voulait dire. Donc, bien qu'on passait beaucoup de temps à l'hôpital, à leur expliquer ce qui devait se passer suite à leur retour chez eux, à faire toutes sortes d'enseignements, et de réenseignement, toutes les méthodes que vous connaissez pour la prise des médicaments, comment préparer leur domicile, ce à quoi ils doivent réfléchir sur le plan de la nutrition et ainsi de suite, ils ont dit qu'ils commençaient à en entendre parler le jour où ils avaient le pied, un pied déjà sorti de l'hôpital. En fait, ils n'étaient pas prêts à nous entendre, ils étaient préoccupés par d'autres choses. Alors, étant donné qu'ils nous ont raconté cela, on a redoublé d'efforts pour faire un suivi après le congé. Et vous allez voir ici à gauche que nous avons identifié divers besoins essentiels. Et ensuite, on a élaboré des ressources de transition qui s'alignaient sur ces besoins. Alors, je risque ce qu'il me faut à mon retour chez moi. Nous avons fait une stratification des risques. Nous avons ajouté une évaluation normalisée des besoins qui appelait. Ça, c'était un autre constat clé. Les gens ne savaient pas à qui s'adresser lorsqu'ils rentraient chez eux. Et dans les directives de congé qu'on leur donnait, parfois, il y avait plusieurs numéros de téléphone. Parfois, il n'y en avait pas du tout. Et parfois, on avait dans nos propres directives de congé d'appeler 911. Donc, un numéro bien générique pour tout le pays. Alors, on a redoublé d'efforts et à présent, pour un grand nombre des patients, ils n'ont qu'un seul numéro de téléphone spécial. Il s'agit d'un numéro vert qui peut les brancher directement sur un clinicien. Alors, ces ressources sont diffusées partout dans l'organisation et on constate déjà des résultats sur le plan d'une réduction considérable des taux de réadmission à 30 jours dans l'ensemble de l'organisation. Alors, on a fait ce genre de vidéo ethnographie à domicile aussi. On a commencé ce projet en faisant du jumelage avec les infirmières à domicile sans caméscope. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on anticipait une certaine réticence de la part des infirmières à domicile, qu'elles se sentiraient peut-être aliénées. Donc, on a conçu le projet de sorte qu'on a dit, bon, commençons sans les caméscopes, comprenons quels sont les besoins, faisons le jumelage, on l'a fait et on a constaté qu'il y avait certains domaines d'amélioration, c'est-à-dire
communiquer mieux, fournir de meilleurs outils, de meilleures ressources, car les infirmières à domicile n'avaient pas forcément toujours les outils dont ils avaient besoin. Donc bien que le processus visant à améliorer l'expérience avait déjà été diffusé à domicile, lorsqu'on a fait le jumelage, on a constaté qu'il y avait une diffusion très inégale des processus d'amélioration. Alors ensuite, on a parlé aux infirmiers de première ligne à domicile et on leur a demandé si elles étaient prêtes à ce qu'on les filme. Et elles étaient beaucoup plus ouvertes à cela suite à notre premier accompagnement avec elles. Donc nous avons fait cette ethnographie vidéo, des entretiens avec le personnel et avec les patients à domicile. Cela a été piloté par Shruti Kliptari, qui est responsable des soins à domicile. Et ce qu'elle a constaté, c'est que les patients et les familles avaient aussi des besoins essentiels. Ils voulaient être mieux compris, qu'on les écoute. Et d'ailleurs, les pratiques des infirmières étaient très inégales. Ceci a mené à de grands efforts d'amélioration de la qualité dans tous les programmes de soins à domicile. Et après avoir établi un lien avec un effort d'amélioration de la qualité et des données quantitatives supplémentaires, des mesures continues et toutes sortes d'autres projets au niveau national, régional, local, avec le temps, nous avons pu considérablement améliorer nos mesures en service à domicile. Nous avons partagé les récits, les vidéos des entretiens de patients et de familles avec plus de 2000 membres du personnel et dirigeants, ce qui nous a permis de véritablement impulser ce travail d'amélioration de la qualité. Bon, je vais accélérer car je veux m'assurer qu'on puisse passer à la prochaine séance. Alors, ensuite, vous avez l'étude elle-même. Je vais entrer un peu dans le détail, mais je veux vous rappeler qu'il existe une trousse d'outils qui a été partagée avec vous. Si vous ne l'avez pas reçue à l'avance, vous pouvez l'obtenir après ce webinaire. Nous avons une trousse d'outils très détaillée qui explique toutes ces étapes. Vous pouvez y accéder gratuitement. C'est une trousse que nous avons préparée, que nous partageons avec d'autres organisations. Ça entre dans le menu détail de ces quatre étapes. Alors, une fois qu'on a fait l'entretien, l'ethnographie, de nombreux entretiens, on fait un post-mortem avec l'équipe. On appelle cela un téléchargement de données. Et dans ce cas-là, on demande au personnel quelles sont les difficultés, quels sont les points d'achoppement. Et on ramène cela à 8 à 10 codes et on s'en sert pour analyser les observations et le matériel. On ne fait que regarder la vidéo et dans un tableur Excel, on note tout simplement les moments où les thèmes émergent. Ensuite, on examine le tableur Excel. On va faire, par exemple, un décompte des fréquences. Combien de fois ce thème est-il revenu? Et on commence à véritablement constater quelles sont les pistes d'action. Et on s'en sert pour élaborer des vidéos qui peuvent résumer ces thèmes clés et dont on peut se servir pour avoir une conversation critique avec l'équipe sur le plan des essais de changement. Alors, ce processus d'analyse, c'est ce qui nous permet de trouver des pistes logiques, de trouver un sens. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche des besoins, des lacunes, des émotions, des relations, des rôles, des points de contact, et ainsi de suite. Alors, à présent, je vais m'interrompre et je vais voir si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, des choses que vous aimeriez que j'approfondisse. Alors, Jennifer, je vous cède la parole pour que vous puissiez animer la période de questions et de réponses. Jennifer, merci beaucoup. Alors, la trousse d'outils dont vous avez parlé, qui est une excellente ressource, est disponible. Cela fait partie des ressources associées à ce webinaire. Et vous verrez un lien vers cette trousse suite à cet exposé. Alors, pour ceux d'entre vous qui vous êtes joints à nous au fur et à mesure de cette
cette diffusion. Vous allez trouver tout cela aussi sur la plateforme d'apprentissage de votre projet collaboratif. Nous avons l'occasion à présent de répondre à vos questions, surtout pour rester. Alors, tandis que vous les tapez, je vais commencer moi-même. Alors, je m'intéresserais de savoir combien de membres du personnel sont formés en ethnographie vidéo. Et la deuxième partie de cette question, dans quelle mesure les prestataires et les patients sont-ils habitués à présent à l'utilisation de la narration et de l'ethnographie vidéo dans le cadre des projets d'amélioration de la qualité? Alors, Newworth, vous savez, lorsqu'on a commencé il y a quelques années, quasi personne ne savait de quoi consistait l'ethnographie. À présent, ça fait partie de notre vocabulaire de tous les jours. Alors, au début, on a commencé dans une région de la Californie où il y avait 13 hôpitaux et des centres médicaux. Nous avions globalement environ 2 à 3 millions de patients que nous desservions. Et dans la région de la Californie du Sud, où nous avons entamé ce projet, la direction est véritablement engagée, passionnée par la vidéo-ethnographie. Cette région a acheté des caméscopes et des portables Apple pour tous les hôpitaux et les centres médicaux. Donc, ils ont acheté environ 15 trousses qui comprenaient un caméscope, un ordinateur et ainsi de suite. Et pendant une période de 2 jours, qui s'échelonnait sur quelques semaines, nous avons formé 70 personnes dans la région, des cliniciens, des spécialistes de l'amélioration de la qualité et du personnel, afin qu'ils fassent des entretiens avec un patient, un membre du personnel ou un membre de la famille, afin que ceux-ci puissent créer un récit pour le travail d'amélioration de la qualité. À l'heure actuelle, nous avons 700 personnes dans la région de la Californie du Sud qui sont habilitées à se servir de la narration vidéo dans leur travail. Dans cette région, nous avons aussi formé probablement autour de 50 personnes dans la région en vidéo-ethnographie depuis 2 ou 3 ans. La narration vidéo se répand comme une traînée de poudre dans l'organisation. Nous avons fait 8 formations totales depuis 5 à 6 années, et donc il s'agit de formations en profondeur avec des spécialistes de l'amélioration de la qualité et ainsi de suite. Nous avons aussi diffusé la trousse d'outils que nous avons partagée avec vous, et à l'interne, nous avons des archives d'ethnographie et toute une série d'autres outils que l'on partage avec nos équipes. Alors j'espère que ça répond à la question. Nous avons à présent des gens habilités dans toutes les régions que nous desservons. Donc Californie, Hawaï, Colorado, dans la région du Nord-Ouest, dans la région du milieu de l'Atlantique, partout. Nous avons des experts de la qualité au niveau national, au niveau régional et au niveau de la première ligne. Cet outil en particulier, je dirais, la narration vidéo, est particulièrement important pour les spécialistes d'amélioration de la qualité, car cela s'aligne très très bien sur l'ensemble du processus d'amélioration de qualité, les méthodes, le cheminement qui permettent de communiquer la voix du patient, la voix du client de manière beaucoup plus approfondie dans le travail d'amélioration de la qualité. Denver, merci Esté. Alors, je vais vous poser 2 questions et je reviendrai par la suite au reste. Alors, une est une question de suivi qui nous provient de Mme Catherton de la Colombie-Britannique. Elle s'intéresse à savoir le temps qu'il faut pour préparer une vidéo et aussi une question du CUSUM à Montréal. Est-ce que le personnel fait partie des histoires à l'occasion, des récits, surtout lorsqu'on souhaite la perspective du membre du personnel? Donc, combien de temps vous faut-il et qu'en est-il du personnel, des prestataires? Est-ce nouveau? Alors, je recommence par la deuxième question. Oui, effectivement, nous avons des vidéos avec le personnel. Nous tournons constamment avec le personnel. Nous estimons qu'il est très important d'avoir la perspective du personnel également. Et lorsque l'on essaie de trouver de nouvelles idées, qu'on exécute, qu'on met en œuvre, le récit, les idées du personnel, des cliniciens,
peuvent être aussi valables, parfois même plus valables que celles des patients, selon ce que l'on tâche de faire, ce que l'on tâche de mettre en œuvre. Donc la réponse à celle-là était simple. Alors, s'agissant du temps à présent, on tâche d'être très pragmatique. On ne va pas se servir de vidéo ethnographie, de narration vidéo pour tous les projets, car c'est une chose qui est intensive sur le plan des ressources à l'occasion. On commence par la narration vidéo, car c'est moins intensif, ça prend moins de temps. Et alors, laissez-moi un peu décortiquer ce à quoi ressemble un cheminement de narration vidéo et un cheminement d'ethnographie vidéo. Alors, pour faire un entretien filmé avec un patient, un membre de la famille ou un membre du personnel, généralement, il faut au moins 3 ou 4 heures de temps de préparation. Vous devez aller recruter, vous devez élaborer des questions, vous devez préparer l'équipement et ainsi de suite. Et selon votre degré d'expérience, je veux dire que mon équipe peut le faire bien plus rapidement. On a besoin de très peu de temps de préparation pour faire une narration vidéo. Or, ça dépend aussi du projet. Mais disons quand même quelques heures de temps de préparation. Ensuite, vous faites l'entretien à proprement parler. Et normalement, une narration vidéo représente d'1 à 2 heures. Très souvent, une narration vidéo, un entretien lui-même, représente environ 1 heure. Par la suite, vous devez faire ce qu'on appelle, nous, l'encodage, c'est-à-dire qu'on visionne la vidéo et grâce à un tableur Excel, par exemple, on produit des notes afin de réfléchir à ce qu'on a vu, ce qu'on a observé. Alors cela peut prendre d'1 heure à 2 heures. De nouveau, ça dépend de votre degré d'expérience. Parfois, cela peut aller plus vite si on a plus d'expérience. Mais ça dépend aussi de l'entretien. L'entretien était-il très riche en renseignements? Car cela, effectivement, peut prendre beaucoup plus de temps. Ensuite, vous avez la partie montage. Et selon votre degré d'expérience, de nouveau, vous savez, nous connaissons des gens qui arrivent à monter une vidéo en 2 à 3 heures. Pour d'autres, il peut falloir 8 heures. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez comme but final. Et le processus final, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un produit livrable sous forme de rapport, d'exposé PowerPoint, très souvent, il faut avoir plusieurs versions, il faut présenter la vidéo à plus d'une personne, avoir leur rétroaction, est-ce un bon début, est-ce un bon milieu, une bonne fin. Et d'ailleurs, quelques conseils rapides pour créer une vidéo percutante. À mon avis, c'est très important d'avoir un très bon début et une très bonne fin. Donc, bonne intro, bonne conclusion. Alors, ça peut prendre quelques heures quand même pour monter une bonne vidéo. Donc, dans l'ensemble, pour quelqu'un qui a de l'expérience, une narration vidéo peut prendre de 5 à 10 heures. 10 heures maximum. Parfois moins, parfois plus. Selon l'entretien. Interprète. Alors l'idée, c'est de livrer une anecdote qui va vraiment être percutante, qui va amorcer le dialogue que vous recherchez. Nous pouvons bien sûr tenir de nombreuses entrevues, mais c'est beaucoup plus compliqué ça. Ça peut vous demander beaucoup plus de temps. Et dans notre boîte à outils, on essaie de quantifier le temps qu'il vous faudra pour tourner cette narration. Mais alors que vous êtes à planifier, si vous êtes pour avoir de multiples entrevues, je vous dirais un minimum de 8 heures de planification, peut-être un peu plus, parce que vous devez d'abord décider qui vous allez interviewer, vous devez préparer un guide d'entrevue, vous devez recruter les gens et ensuite les mener, ces entrevues. Ça, c'est la partie la plus simple du tout. Ce qui vous demandera sans doute le moins d'effort. Et si en fait, le plus amusant, ça peut vous demander 1 ou 2 journées. On ne vous recommande pas de faire plus de 4 ou 5 journées d'entrevue ou d'observation. Vraiment, ça c'est la limite, ça, parce que c'est énormément d'informations pour l'amélioration des services. Alors, disons que vous avez 1 ou 2 journées d'entrevue, d'observation, donc ça représente entre 8 et 16 heures d'enregistrement, et pour chaque heure d'observation, ça vous prendra environ 1 heure pour l'encodage, donc ajoutez à cela 8 à 16 heures au total, et très souvent, pour ce qui est de cette vidéo, on ne s'en tient pas ça, on présente des exposés PowerPoint parce que les gens apprennent différemment, les gens voient les choses différemment. Donc, quoi qu'il en soit, c'est le temps qu'il vous faudra pour faire le nécessaire. Et
Je vois une autre question. Est-ce qu'on peut partager ces vidéos avec d'autres organisations pour leurs efforts d'amélioration? Parce que ces vidéos servent à des fins d'amélioration de la qualité et parce qu'on fait des entrevues auprès des patients et auprès du personnel, on leur pose la question, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas si bien? Et on leur demande d'être honnêtes avec nous. Et très souvent, ce que l'on entend, ce sont des commentaires assez délicats sur le système. Et parce que ça peut être délicat, parce qu'il en va de la réputation de l'entité, entre autres facteurs, nous ne pouvons pas vraiment partager ces vidéos pour ce qui est de l'amélioration de la qualité des services. Si on l'offre à d'autres, c'est vraiment dans un contexte très contrôlé de près. Et vous voudrez peut-être en tenir compte. Par moment, on tourne des vidéos que l'on peut partager avec d'autres de l'extérieur, mais à ce moment-là, il faut obtenir l'aval des patients, du personnel pour pouvoir partager ces vidéos avec un plus grand auditoire. Mais je vous dirais que ces vidéos-ci sont bien différentes de celles dont on a l'habitude. Ce ne sont pas des vidéos à très grande valeur de production. Ce n'est pas des vidéographes qui tournent. Ce sont des vidéos qui sont faites par des spécialistes de l'amélioration de la qualité. Certains ont beaucoup d'expérience du tournage, d'autres moins. Mais c'est pas ça le but. On ne veut pas avoir un bel emballage à des fins de relations publiques. Ce que l'on veut, c'est des vidéos qui vont servir à des fins de formation et d'amélioration de la qualité. Et on essaie de cerner ce qui ne va pas donc dans l'infrastructure. Donc, on veut garder ça à l'interne. On veut toujours garder en tête et les patients, leur famille et notre personnel, l'organisation et comment on partage. Et comme je l'ai dit, par moment, on peut partager lors de conférences et d'autres rencontres d'amélioration de la qualité, mais de façon contrôlée. Merci beaucoup. Il faut passer à autre chose. Je crois que Mireille sera la prochaine en ligne, mais on pourra en parler davantage des gestes que vous pouvez poser. On va parler donc de cette boîte à outils davantage. Mireille, je vous cède la parole, qui est la gestionnaire de projet, participation des programmes professionnels à CHIO. Donc, merci beaucoup, Jen et SCC. J'ai l'impression d'être distraite. Eh bien, c'est le cas et c'est de votre faute, je vous préviens. Parce que là, je ne vous cache pas que je suis assez séduite par le discours sur la vidéo, la narration vidéo, et je voudrais faire davantage. Donc, j'ai la tête qui tourne avec toutes ces idées. Moi, j'aimerais vous parler brièvement de notre projet à nous, projet donc du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario. Donc, l'idée, c'est d'intégrer le patient, la famille dans nos efforts d'amélioration de la qualité. Je suis déjà intervenue en ce sens. Je vous ai parlé du travail de co-conception. Ça, c'est en fait ce qui est ressorti de la première étape, avant même qu'on souscrive à la coopérative. Pour ainsi dire, on va prendre un peu de recul et j'ai tenté de vous en dire un peu plus à savoir ce qu'on a fait pendant cette toute première étape. Encore une fois, je vous rappelle, le projet dans son ensemble, CHIO voulait une plus grande intégration entre le patient, la famille et la qualité des services. Et ce que l'on veut améliorer, le partenariat entre le patient, sa famille et le personnel pour que ce soit une bonne expérience pour le patient, sa famille et bien sûr pour les membres de l'effectif, du personnel. Comment faire? Eh bien, Christine Corey, qui est coéquipière, vous a dit comment on a pris cette décision de faire l'essai de cette co-conception fondée sur l'expérience. Il y a eu des consultations à bien des échelons. Enfin, donc, il y a eu même une analyse de l'environnement quant aux pratiques exemplaires. Et c'est ainsi donc que l'on a pu mettre de l'avant ce projet. Je vais vous expliquer la démarche que nous avons observée. Plus récemment, j'ai eu l'occasion d'entendre les Ocock qui travaillent avec l'une des auteurs justement de ce modèle conceptuel a expliqué que c'était une approche participative fondée sur l'expérience où on prévoit une part de
collaboration, et ici, c'est la deuxième étape. Dans un premier temps, il y a la co-conception et dans un deuxième, donc, la collaboration. Alors, au service d'oncologie, lorsque je suis arrivée à CHIO en janvier dernier, j'ai essayé de comprendre pourquoi on se lançait d'abord dans le service de l'oncologie. Mais j'ai vite compris, parce que CHIO commençait également à adopter des pratiques, des outils pour rationaliser son activité, et cette unité de l'oncologie qui avait commencé à utiliser ces outils avait l'expérience de la chose. On s'est donc dit que c'est le gros bon sens qu'on commence par là, pour ce qui est d'avoir cette co-conception fondée sur l'expérience. Par ailleurs, les parents des patients à l'oncologie, ce sont des gens qui forment un groupe très cohésif et qui veut s'impliquer, qui veut s'investir dans le tout. Donc, il y a eu une bonne part d'activité pour ce qui est de mieux comprendre ce qu'il en est, donc, de la nature, des besoins de ces familles de patients au service de l'oncologie. Il y avait une liste de vœux qui a été exprimée, là. Mais l'équipe de l'oncologie voulait bien sûr faire le nécessaire avec la famille au cœur même de toute initiative. Alors, vous ne pouvez pas voir la planche, malheureusement, enfin pas très bien, mais je vous ai fourni un hyperlien, un article récent de Glenn Roberts qui parle de son expérience de la co-conception. Et c'est en fait un infographique animé. Lorsque je l'ai vu, je ne l'ai pas particulièrement aimé, mais je dois vous dire que je vous encourage quand même à lire l'article, qui est assez bref, qui décrit assez bien cette démarche. En bref. Mais il est important de noter que ce processus de conception conjointe de l'expérience représente différents niveaux d'investissement. On commence par informer les gens de cette démarche et quels sont les résultats escomptés. Et j'y reviendrai un peu plus loin, mais c'est vraiment un partage de l'information. Après quoi, on passe aux entrevues. Et je reviendrai sur tout ça dans quelques instants, là, mais on est à passer par les différents niveaux d'investissement. Donc, information, partage d'informations, consultation, collaboration, et on revient encore une fois au partage de l'information. Donc, c'est toujours en flux, à savoir quand on fait appel aux gens. Je dois dire que c'est une démarche qui est particulièrement bien réfléchie. Alors, dans un premier temps, il était important que les gens comprennent bien ce que l'on tentait de faire. Il y a eu de différentes façons pour nous d'expliquer le projet aux gens. On a eu une soirée d'information à l'intention des familles où nous avons pu leur présenter cette idée du CCEP, le fameux concept conjoint de l'expérience des patients. On a aussi parlé de ce projet dans notre bulletin de nouvelles. Il y a eu des affiches à l'entrée donc de l'unité. Il y a eu aussi des fiches de synthèse où on est entré dans le détail. On a distribué ces fiches aux familles des patients pour le personnel. On a eu un genre de rencontre où tous étaient les bienvenus. C'était l'occasion pour le personnel de se renseigner sur le projet, pour qu'ils sachent comment s'impliquer. Une note de service a été envoyée à tous les employés, comme quoi. C'est-à-dire que j'ai emboîté le pas avec un courriel invitant les gens à participer. J'ai aussi participé à une réunion d'un conseil de partenariat. Et ça, c'est un forum des employés qui essaie d'intégrer une meilleure part de représentation de la part donc, des membres pour essayer de régler certains des enjeux liés aux méthodes d'amélioration de la qualité. Alors, après cette première démarche, je dois vous dire qu'en partie, on voulait établir un groupe directeur qui allait se réunir régulièrement pour faire rapport sur les progrès réalisés, mais aussi
pour voir comment il allait contribuer à l'effort collectif pour qu'on puisse aller de l'avant ensemble. Donc, on disait aux gestionnaires de l'époque, bon, une gestionnaire qui était de la clinique interne et l'autre de l'externe, ainsi qu'un coordonnateur de la rationalisation. Et on a ajouté à ce groupe directeur un conseiller auprès des familles. Donc, il y a eu un moment où c'était pas très clair, les gestionnaires s'inquiétaient qu'on essayait de trop en faire tout à la fois, la gestionnaire de la clinique interne essayait de se faire une idée de ces outils de rationalisation, est-ce qu'il en était de l'interaction avec le personnel et aussi est-ce qu'il en était de la qualité de l'amélioration de la qualité, dis-je. Donc, les gens étaient assez épuisés. On s'inquiétait de cela. Donc, dès le début, j'en étais bien consciente qu'il me fallait trouver ces occasions de juxtaposition entre ce que l'on tentait de faire pour l'amélioration de la qualité et aussi pour ce qui est de l'engagement ou l'investissement du patient pour qu'il y ait le chevauchement plutôt que tard. Puis là, on s'est mis à parler des expériences. Et il y a eu bien sûr l'étape du recrutement. Ça nous a demandé environ un mois pour aller chercher tous nos participants. Nous voulions entre 12, 15 familles et 12 ou 15 membres du personnel. Avec les familles, les critères retenus, des familles donc impliquées dans un plan de soins actif depuis 12 mois. Et nous voulions aussi avoir un groupe qui avait différents diagnostics, différents âges, différentes étapes de soins. Nous avons mis au point les formulaires de consentement avec l'approbation de notre conseil de recherche en matière d'éthique. Et une fois qu'on a créé ce groupe de participants, eh bien là, on a ordonnancé les entrevues. Et c'est à ce moment-là que leur ai envoyé les formulaires de consentement, mais je leur ai aussi dit quelques mots sur la structure de l'entrevue qui, à toute fin utile, était tout sauf structurée. C'est-à-dire que je voulais entendre les patients me dire, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont ressenti dès le moment où ils ont reçu le diagnostic du cancer, donc ce diagnostic préliminaire. Et même avant, là où ils ont peut-être remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas sur le plan de leurs soins, de leur santé. Et puis là, les familles se sont mises à me relater leur vécu avant même d'arriver à l'hôpital, qu'il s'agisse de la première visite avec leur omnipraticien ou avant même qu'ils se rendent chez l'omnipraticien. Donc j'ai compris que ça, c'est important pour eux, c'est important dans leur histoire personnelle. Je voulais surtout les mettre à l'aise pour qu'ils puissent me relater leur vécu. Donc je dois dire que j'ai mené ces entrevues là où les patients voulaient bien me recevoir et à l'heure qu'ils voulaient bien me recevoir. Et plus souvent qu'autrement, ils ont demandé à être interviewés pendant le week-end à domicile. J'aurais bien voulu le faire, bon, dans une certaine mesure, mais je ne m'attendais pas à ce que tous en voulaient autant. C'est drôle, je pensais qu'ils auraient voulu que je tienne cette entrevue, soit avant, soit après le rendez-vous à l'hôpital. J'ai eu tort et je suis bien contente d'avoir eu tort parce que encore là, le plus important, c'est que ces gens-là se sentent à leur aise pour me relater leur expérience. Encore une fois, ces entrevues n'étaient pas structurées. Finalement, j'étais là pour écouter ce qu'ils avaient à me dire. Et je dois vous dire que dans l'ensemble, c'était bien cette notion de vouloir être à l'écoute attentive. Je dirais que la plupart des gens, et plus souvent qu'autrement les pères se sentaient un peu mal à leur aise parce que je ne posais pas suffisamment de questions à leur avis. Donc là, j'ai fait une pause et je leur ai expliqué pourquoi. Pourquoi je ne posais pas une foule de questions. C'est-à-dire parce que je voulais écouter attentivement à ce qu'ils avaient à me dire. Je voulais noter ce qui avait été le plus marquant pour eux. Je ne voulais pas les encourager dans un sens ou dans l'autre quant à la teneur de leurs propos. Donc, il y a eu ces entrevues. Ensuite, il y a eu l'analyse des données. Puis, il y a eu les vidéos après coup. Il y en a un logiciel d'analyse de la qualité. Les versions les plus récentes de ce logiciel vous permettent de télécharger les vidéos et là, on pouvait revoir le vidéo
in vivo, donc sur le coup, et on pouvait tout de suite annoter et encoder alors qu'on identifiait les scènes là, qui étaient frappantes. Je dois vous dire que ça s'est particulièrement bien passé. Une fois l'analyse terminée, nous avons donc mené 14 entrevues au total, parce que certaines des familles eh bien, ont fait l'objet d'entrevues avec chacun des membres de la famille. Donc, ce n'était pas une entrevue pour toute la famille, mais une entrevue pour les différents membres de la famille. J'ai consulté un chercheur qui était à faire le téléchargement des vidéos pour moi, alors que je menais les entrevues avec le personnel. Et je vous en dirai plus dans un instant. Donc, lui et moi, on s'est parlé régulièrement. Enfin, cette personne, qui est une femme, a fait cette analyse préliminaire. Après quoi, on a pu identifier les clips de la bande vidéo qui, à notre sens, étaient la meilleure représentation des grands thèmes qui se dégageaient. Nous avons donc procédé à une compilation de ces clips versés dans les chemises des membres de la famille. Je voulais m'assurer qu'ils puissent regarder ces clips et qu'ils acceptent ceux que l'on avait nous choisis. Certains patients nous ont demandé d'en écarter certains parce qu'ils ne se sentaient pas à leur aise de partager ça avec un plus grand auditoire. Donc, bien sûr qu'on a acquiescé à cette demande. Puis, on a repris ces chemises ou ces fichiers et nous avions, je pense, 8 ou 9 grands thèmes au total. Puis, nous avons colligé en préparation d'une activité de rétroaction, et je vous en parlerai davantage, donc pour avoir cette narration de l'expérience à l'unité de l'oncologie. Les entrevues avec le personnel, ça s'est fait plus ou moins au même moment, au printemps, 15 entrevues avec le personnel. Les critères régissant la participation des membres du personnel, eh bien, premier arrivé, premier servi. J'ai accepté les gens en fonction d'un gabarit que j'avais établi avec les gestionnaires. Parce que, entre autres préoccupations exprimées par les gestionnaires dans un premier temps, c'est qu'il nous fallait nous assurer qu'il y ait une représentation égale entre ceux qui sont en clinique interne et ceux qui sont en clinique externe. Donc, un bon équilibre, qu'il s'agisse des patients ou des membres du personnel. Donc, j'ai pu... C'est-à-dire que je n'ai pas voulu identifier la discipline de chacun des membres du personnel. J'ai plutôt préféré parler du rôle. Est-ce qu'ils étaient infirmières cliniciennes, membres du personnel de soutien, coordonnatrices. Je voulais donc m'assurer d'avoir une bonne représentation selon les domaines professionnel des employés. Encore là, il y a eu le formulaire de consentement, mais les entrevues étaient, dans ce cas-ci, structurées. J'avais des questions bien précises relevant de 3 grandes rubriques. Dans un premier temps, je leur ai demandé ce qu'il en était de leur expérience, ensuite de leur perception de l'expérience auprès de la famille et, en dernier lieu, l'amélioration souhaitée. Ces entrevues n'ont pas été enregistrées sur bande vidéo, mais enregistrées oralement. Et à ce moment-là, j'ai communiqué avec Grant Robert parce que moi-même, j'avais des questions, à savoir, puisque j'étais à tourner des vidéos des familles, pourquoi ne pas faire des vidéos du personnel? Et M. Robert m'a dit, eh bien, dans un première tentative, ils avaient procédé à l'enregistrement vidéo des entrevues des membres du personnel, mais ils ont vite réalisé qu'ils n'obtenaient pas une information aussi franche et candide lorsque les employés donc étaient enregistrés. Alors que pour l'enregistrement oral ou verbal, les gens semblaient être un peu plus avenants. Donc, le processus d'examen et de validation, j'ai pris des notes, bien sûr, et on a pris une décision délibérée d'éviter la transcription. On s'est dit que pour nourrir la pratique, il faut le faire tel que nous pensions que ce serait possible de le faire. Donc, j'ai tout simplement pris des notes à partir des enregistrements verbaux et avant même de partager avec quiconque, j'ai envoyé aux membres du personnel au cas où ils voudraient changer quoi que ce soit. Donc, sensiblement la même démarche que ce que j'avais fait pour les familles des patients.
Et encore une fois, 8 grands thèmes là, sont ressortis de cet effort. Après quoi, on avait donc l'expérience enregistrée, puis on s'est mis à l'analyse, et après l'analyse, la rétroaction. À l'automne, nous avons commencé par le personnel, mais il se donne que j'ai l'information sur les patients sous les yeux. Les patients et leurs familles qui se sont prêtés aux entrevues, eh bien, se sont retrouvés en groupe aux fins de rétroaction. Eh bien, dans un premier temps, ils ont eu à regarder ces vidéos pour qu'ils aient le partage de l'expérience collective. Il était important pour moi de donner le ton, de faire une mise en contexte, expliquer comment la vidéo avait vu le jour et quelle en était l'intention. Et j'espérais que nous aurions pu montrer une vidéo où on avait juxtaposé et le positif et le négatif pour que les gens aient une meilleure idée de ce que l'on vit dans le quotidien. Parce qu'il y a eu des expériences tant positives que négatives. Mais parce que il s'agissait de l'expérience de soins prodigués sur 2 ou 3 ans, très difficile, parce que la recommandation, c'était de tourner une vidéo de 25 minutes. Et honnêtement, j'ai trouvé que ce serait impossible pour nous de tout résumer en 25 minutes ou moins. Donc, c'était difficile pour moi. Je ne vous le cache pas, ça a été difficile pour moi de sacrifier certains des vidéoclips. Je me suis donc retrouvée avec 44 minutes pour les 8 ou 9 grands thèmes. Il me faudrait vérifier mes notes, là. Et l'expérience était surtout, en fait, l'enregistrement était surtout des expériences négatives parce que, bien sûr, qu'on voulait améliorer la qualité, mais il n'empêche que je me suis engagée, une fois qu'on a identifié là où il y a place à l'amélioration, eh bien, de faire le jour sur les expériences peut-être plus positives. Pendant la journée, donc, après avoir regardé les vidéos, les familles m'ont fait part de leur rétroaction, à savoir ce sur quoi je devrais mettre l'accent. Et j'ai pris des notes copieuses. Et j'ai ensuite fait le montage de ces vidéos. La rétroaction, c'était donc en début de journée. Puis, on a fait un petit exercice, la cartographie émotive. Et comment vous expliquer? Ça pourrait me demander beaucoup de temps. Je vais tenter de résumer le tout. Nous avions donc 8 ou 9 grands thèmes et certains de ces thèmes n'avaient pas trait à un sujet en particulier tel communication, coordination de soins, etc. Mais ce que j'ai fait sur cette cartographie-là émotive, c'est d'identifier les moments dans le temps où les émotions étaient très vives dans le traitement donc oncologique, des moments marquants dans les soins. J'ai donc identifié donc 11 de ces moments forts. Vous ne les voyez pas ici. Il y en avait 11, vous n'en voyez que 5 là, sur la planche, mais ensuite, j'ai invité les familles à regarder ces moments forts et je leur ai demandé de noter ce qu'ils en pensaient, si c'était positif ou négatif. Et on a donc eu un visuel de la multiplicité des expériences lors des différents moments forts de l'expérience oncologique. Je n'ai pas eu le temps de faire débriefage. Et si c'était à refaire, j'aurais bien aimé pouvoir le faire. Et pour qu'on comprenne mieux en quoi c'est différent pour la famille qui a une expérience positive ou négative et l'autre, son opposé. Pour qu'on comprenne mieux ce qu'il en est. Le temps ne nous l'a pas permis. Néanmoins, les gens ont eu une bonne idée de l'expérience collective par opposition à l'expérience individuelle de chacune de ces familles. Puis, attendez, je voudrais revenir en arrière. En troisième partie, là, pour la journée, on a travaillé en plus petit groupe pour ce qui est de comment pourrait-on faire mieux pour que la narration débouche sur l'action. Et à la toute fin, on a eu la démocratie par les points. Ayant identifié les secteurs d'amélioration, j'ai demandé aux gens qui avaient 3 points rouges, là, eh bien, d'aller mettre leurs points rouges là
où c'était le plus important pour eux, quel était le secteur d'activité là, qui, selon eux, méritait une attention soutenue. Ensuite, on a eu un genre de rétroaction. Il n'y a pas eu de vidéo de cela, mais je leur ai montré quand même cette vidéo sur l'expérience clinique parce que je voulais qu'ils comprennent bien que l'expérience des membres du personnel est également importante si on veut améliorer la qualité des services. Euh, et les membres du personnel peuvent contribuer à l'amélioration, forcément, de leur expérience à elles, ces familles. Et ensuite, on est revenu sur les thèmes. J'ai eu recours à PowerPoint avec le personnel, pas avec les familles, hein, mais avec le personnel. Le PowerPoint, c'est une façon normale pour eux de faire affaire. J'ai donc identifié chacun des grands thèmes, puis j'ai tiré 3 ou 4 citations de leurs entrevues pour qu'ils aient une meilleure idée de ce qui faisait l'objet du thème. Je dois dire que ça s'est fait surtout dans le silence. J'ai présenté les thèmes, puis j'ai invité les membres du personnel à lire ces citations et ne pas essayer de voir qui aurait pu dire quoi et dans quel contexte, mais plutôt de lire ces citations afin de mieux comprendre ce que leurs collègues avaient vécu et en quoi ils peuvent s'identifier à ces expériences. Après cela, on est passé à une autre activité, c'est-à-dire l'exercice en plus petits groupes et puis en plénière, c'est-à-dire identifier les secteurs à améliorer. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à une meilleure compréhension de l'expérience. Et alors que j'écoutais les entrevues, et, et j'ai compris qu'il semblait y avoir un genre euh, de fracture ou de clivage entre la perception des employés des familles et la perception des familles des employés. Et je ne savais pas très bien quoi faire face à cela, mais je voulais noter la chose. Je voulais m'en remettre à mon instinct pour ce clivage. J'ai donc posé la question, lors de la séance de rétroaction, j'ai posé la question suivante. Dans quelle mesure y a-t-il des partenariats efficaces? Et je dois dire que c'était révélateur. Les employés sont passionnés de faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça aille mieux. C'est des gens qui estiment avoir des relations robustes avec les patients et leurs familles. Et ils étaient d'avis, donc, les membres du personnel, que c'était là le rôle et j'aimerais bien donc revenir là-dessus pour voir s'il n'y a pas moyen là, de faire mieux. Donc, à la fin de cette toute première étape, et j'ai quasi terminé, là, je vous prie une minute d'indulgence encore. Donc, ça, c'était le 18 octobre de l'an dernier qu'on a eu une activité mixte où tous les participants se sont réunis pour participer donc en plénière. On a commencé la journée par regarder une vidéo. En fait, pour tout vous dire, on a commencé par souhaiter la bienvenue à l'un des membres de l'équipe directrice qui est responsable de l'oncologie, à parler aux participants des projets d'amélioration et la priorité qui est accordée et comment on l'accorde. Donc, à aussi parler, parce que le projet, là, dans son ensemble, comportait 3 étapes. Et on voulait marquer un temps d'arrêt entre la première étape et la deuxième étape. On voulait voir quelles seraient les recommandations en matière d'amélioration éventuelle. On voulait donc donner à l'équipe directrice l'occasion d'y réfléchir et de voir comment elle pourrait appuyer le projet. Donc, on a commencé par cela, puis on a regardé la vidéo, puis l'idée, c'était donc d'amener les participants donc, à écouter cette vidéo. Et alors que j'écoutais Estée, qui, elle, parlait, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, pas le déjà vu, mais
Judée. Ah, je suis désolée, je n'ai pas ça sous les yeux. Mais ça m'a rappelé, alors que je l'écoutais, que j'ai parlé, moi, aux participants, de ma grande curiosité. Et que la curiosité, eh bien, c'est une façon d'être réceptif à ce que les gens ont à dire, sans prononcer de jugement de valeur, sans identifier les gens de nom, mais pour leur permettre aux gens de mieux comprendre ce qu'on était à vivre, que ce soit l'expérience du personnel ou l'expérience du patient de sa famille. On a regardé la vidéo, on s'est arrêté pour le déjeuner, puis on a repris l'après-midi avec le personnel qui était à échanger, donc les membres du personnel à échanger entre eux. Et cette conversation, eh bien, devait servir à identifier ce qui, à leur avis, nécessitait une part d'amélioration. Donc, je leur ai remis leurs notes pour ce qui est des idées d'amélioration qu'ils avaient partagées avec moi, et je leur ai donné l'occasion d'échanger donc entre eux. Et on avait été donc les patients et leurs familles qui sont venus après coup nous faire part de leurs idées d'amélioration. Et à ma grande surprise, je vous l'ai dit déjà dans le passé, n'est-ce pas, ça a été un des fait saillant de cette initiative-là où les patients, les familles qui voulaient absolument être partis à la conversation, a gardé le silence. Et là, je me suis inquiétée, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé autour de moi, et puis l'une des mères m'a dit, on savait que tu étais occupée, mais on n'avait pas l'idée de combien vous étiez occupé en parlant des membres du personnel. C'est clair que les membres du personnel ont été touchés par cette intervention. Donc, petit à petit, les familles se sont mis à partager leurs idées d'amélioration. Ça a duré, je ne sais trop, 15-20 minutes. Puis, on a eu cet exercice collectif où on a décidé des priorités que l'on allait partager avec le leadership de l'unité d'oncologie. Et ce qui est ressorti de la rétroaction du personnel, c'était 6 idées d'amélioration chacune de ces idées pour les familles, les patients. Eh bien, ça a donné lieu à 5 idées ou recommandations que l'on a ensuite partagées avec les cadres dirigeants pour pouvoir aller de l'avant et passer à la deuxième étape. Et je vous ai parlé de l'étape 2 là, dans le contexte de cet effort-là de collaboration. Alors, nous travaillons présentement à nos projets d'amélioration et je vais entrer dans le détail de la conception conjointe lorsqu'on aura notre prochain webinaire. Pour ce qui est de la rétroaction des participants, dans de ces activités de rétroaction, c'était clair que les membres du personnel étaient très emballés de faire entendre leur voix pendant cette initiative d'amélioration. Et aussi, ça en a inspiré plus d'un, comme quoi le changement, on pouvait l'opérer. Vous savez, pour les patients et les familles, ce qui a été le fait saillant, ça a été qu'il n'y avait pas finalement de différence entre les idées exprimées par les membres du personnel et les recommandations des membres du personnel aux fins d'amélioration, eh bien, rejoignaient les leurs, les membres de la famille. C'est clair que les membres du personnel avaient une autre perspective, ce qui ne pouvait qu'enrichir la discussion sur les solutions à retenir éventuellement. Et très tôt, en début de processus, j'ai compris que Mason à Seattle, qui utilise ces outils de rationalisation depuis des années, avait une expérience, une précieuse expérience de la conception conjointe. Donc, on s'est tourné vers ces gens-là, bien sûr, pour qu'ils formulent des recommandations, à savoir comment intégrer, comment assurer une meilleure intégration entre donc les patients et les membres du personnel. On s'est donc rendu à Seattle en octobre dernier.
Mais je crois, pour ce qui est de la présentation de ST et de la narration vidéo, j'anticipe le plaisir de revoir tout ça parce que j'estime que ça nous éclaire quant au secteur, domaine d'amélioration. Et c'est différent du point de vue qualité, bien différent de la rédaction de rapports ou de l'examen de données obtenues grâce à des sondages. Je pense que cela éclaire véritablement l'expérience ou la conversation sur les solutions éventuelles. Elle est très riche, elle apporte beaucoup. Nous allons bien sûr utiliser ces vidéos nouveaux. On a ces clips dans les différents fichiers qui portent sur les différents thèmes et sur les différents moments forts. Nous pouvons nous en servir dans le contexte de la conception conjointe de l'expérience, mais nous voulons aussi retourner auprès des participants afin de leur demander l'autorisation de nous en servir de ces vidéoclips aux fins de formation, parce que on a bien l'intention, bien sûr, de faire mieux lors des prochaines étapes. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Merci beaucoup. Cet exemple que vous avez partagé avec nous, là, l'exemple de Chi-O, c'est pas tellement l'écoute attentive, mais plutôt le partage. C'est de gros bon sens ce que vous avez fait étant donné vos antécédents. Et nous vous remercions d'avoir bien voulu partager votre expérience avec nous. Je veux bien prendre vos questions, mais on a peu de temps. Et bien sûr qu'on a une marche à suivre là, dans les quelques 40 minutes qui nous restent. Je pense qu'il va falloir mettre de côté la partie 2 pour l'instant. Nous allons laisser les quelques 25 minutes qui nous restent à nos amis à South Central. Donc, j'ai travaillé avec mes collègues pour qu'on ait un autre webinaire, on trouvera bien le moment, où on pourra à ce moment-là revenir sur cette deuxième étape, c'est-à-dire quels sont les fondements d'un bon partage du vécu des gens. Donc, si vous voulez bien, c'est ce qu'on va faire. Là, je voudrais céder la parole au Dr. Doug Eby de la South Central Foundation et à Karen McIntyre. Alors, comme vous avez entendu le vécu des participants, mais nous espérons que cet après-midi, nous pourrons vous fournir plus de précisions alors que vous êtes sur le chemin de l'amélioration. Eh bien, la South Central Foundation a été créée en 82. On a un budget d'exploitation d'environ 250 millions de dollars et quelques 1700 employés. On a aussi donc un organisme autochtone à but non lucratif. On a offre des services de soins dentaires et nous avons transformé le système, les systèmes à la Fondation South Central où nous sommes à écouter nos clients et nous en avons donc parlé ce matin, donc en plus grand groupe. Ça a commencé par notre conseil de gouvernance. Nos patients sont des clients, c'est ainsi que nous les appelons. Et nous leur avons donc demandé ce qu'ils aimeraient voir comme soins de santé. Donc, cet après-midi, nous pourrons partager avec vous s'il en est. Pourquoi écouter ce que nous avons à vous dire? Eh bien, parce que on a de bons résultats. La qualité est dans le 75 à 90 percentiles. On a un taux de roulement peu élevé chez les employés, mais un très grand degré de satisfaction de la part des clients. Nous avons donc demandé à nos clients, alors qu'est-ce qui ne va pas? Et ce que nos clients ont eu à dire, et le conseil d'administration et d'autres membres de la collectivité, eh bien, les gens nous ont dit que les employés étaient impolis, peu courtois, qu'ils n'étaient pas conséquents dans les services qu'ils offraient et que les patients, pour essayer les clients, n'avaient pas voix au chapitre. Donc, on a
noté tout ça, pas seulement pour ce qui est des services que l'on offrait aux soins primaires, mais on a voulu travailler avec le personnel, on a voulu procéder à du coaching, on a mis en place un plan stratégique. La vision de South Central, c'est une collectivité autochtone qui s'accomplit tant sur le plan physique que spirituel. Ainsi, nous en avons discuté avec nos employés que leur emploi, eh bien, dépendait de notre mission. Notre mission, travailler avec la collectivité autochtone pour leur offrir donc des services de soins de santé. Et nous avons de nombreuses abréviations dans le domaine des soins de santé, mais nous avons voulu simplifier les choses pour que les membres comprennent bien notre mission, notre engagement vis-à-vis la santé de la famille, et nous avons aussi numéroté nos objectifs de planification stratégique et les mesures qui en découlent. Donc, pour revenir sur ce que Karen vient de vous dire là, dans les quelques instants à venir, pour vous qui nous avez déjà entendu, ça nous prendra quelques heures là, pour tout vous dire, mais nous allons tenter de ramasser le tout afin d'avoir le temps de quelques questions. Pour ce qui est de la médecine moderne, je vous dirais que les problèmes sont les mêmes un peu partout, que l'on soit au Canada, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, où on offre des modèles médicaux comparables. Peu importe que ce soit les soins de santé aux États-Unis qui vraiment sont bordéliques, il faut le dire. Hein. Le problème, c'est pas l'argent. On dit que c'est l'argent, mais c'est pas l'argent. C'est le système de prestation et l'interaction entre ceux qui offrent les services et ceux qui reçoivent ces services. Eh bien, les choses ont évolué avec le temps, comme vous pouvez le voir sur la planche. On encourageait le personnel médical de se détacher du patient, alors que ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire d'offrir des médicaments, des soins, mais de consacrer bien peu de temps à traiter avec le patient. Et ça, pour bien des raisons. Nous avons très peu de capacité en milieu communautaire pour faire face aux soins des gens qui sont en difficulté. On a encore une façon centrée sur le milieu hospitalier où, bon, vous avez le système donc de l'assurance aux États-Unis. On estime que tous devraient être assurés. C'est très bien tout ça. Sauf que s'il n'y a pas quelqu'un pour le gérer, ce système, eh bien, vous perdez vite le contrôle sur le tout. Donc, on a une compréhension assez mécanique de ce que c'est la maladie. Vous savez, la maladie, c'est une dimension humaine, et je reviendrai dans un instant. Alors, voici un diagramme. Euh, vous m'aurez entendu dire, c'est un diagramme dont on se sert depuis 10 ans maintenant, mais qui demeure important. On est dans une situation où quelqu'un a besoin de soins intensifs et le système de soins de santé a le contrôle. Et le patient et sa famille, peu de contrôle. Et bon, dans certains environnements, ça va, mais c'est ce qui explique le gros des coûts. Et on ne s'occupe pas des gens qui vivent avec des conditions chroniques. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont en milieu hospitalier, mais ceux qui sont en clinique externe. 80% des soins de santé là, sont attribuables à des conditions chroniques avec lesquelles les gens doivent composer. Et dans cette situation, le patient, le client, n'a pas vraiment le contrôle. Donc, il faut faire le lien. Et il faut comprendre ce qui se passe dans la vie de ces gens-là. Il faut comprendre leur réalité parce que c'est leur décision qui explique les coûts. Ils décident de prendre des médicaments, de s'exercer, de manger, de boire, de dormir, de gérer leur stress, d'être très présents dans leurs activités interpersonnelles dans le quotidien. Tout ça, là, ça représente entre 80 et 90 de, des coûts auxquels nous sommes aux prix, avec lesquels nous sommes aux prises.
Et il y a bien sûr toute une science, là, et je vous prie de, de me permettre d'une petite analogie. Disons que j'ai une pierre et j'ai à lancer cette pierre pour atteindre une cible. Je peux faire des études de suivi sur comment lancer la pierre pour atteindre la cible. Puis bon, peut-être avec le passage du temps, je pourrai toujours atteindre la cible parce que je le fais. Mais si, au lieu d'avoir une pierre dans la main, ce que j'ai, c'est un petit oiseau. Et plutôt que de lancer cet oiseau pour qu'il atteigne la cible, ce que je peux faire, c'est diriger l'oiseau vers la cible, mais c'est le cible, l'oiseau qui décide de se rendre à la cible ou pas. C'est l'oiseau qui a le contrôle. C'est un être vivant. C'est la même chose pour les soins de santé. C'est l'oiseau qui a le contrôle. C'est l'oiseau qui va décider de ce qu'il veut faire. Donc, c'est une réalité tout autre. Ce n'est pas forcément la réalité telle qu'on l'aperçoit, nous qui sommes du milieu médical. Alors, ce qu'on veut, c'est que l'oiseau se sente attiré par la cible. Donc, il faut donner ce qui est important à l'oiseau, c'est-à-dire, par exemple, un nid, de quoi manger. Si on comprend les priorités de cet oiseau, donc ce qui est important pour l'oiseau, ça devient important pour nous. Et de cette façon-là, l'oiseau va aller vers la cible. Alors, cette analogie s'applique à la gestion des maladies chroniques, surtout pour ceux qui sont les plus grands utilisateurs de nos systèmes de soins. C'est au cœur même de tout ce que l'on fait dans le système de la Fondation South Central. Le moment où on reçoit les gens, comment on réfléchit, comment on procède au système tout entier. Et nous en avons parlé aujourd'hui, c'est-à-dire écouter attentivement les clients qui viennent frapper à votre porte pour obtenir des services. Alors, Karen a parlé de clients et qui sont des clients qui peuvent contrôler leur choix. Donc, il y a ces familles qui influent sur la vie de ces patients et nous avons préféré remplacer le mot patient par client et client propriétaire. Et il suffit de comprendre là où les gens sont dans leur vie et leurs priorités. Et pour nous, écoutez, ce n'est pas tout simplement de procéder à un sondage de temps à autre ou encore noter quelques anecdotes. C'est au cœur même de tout ce qu'on fait. Nous avons plus d'une vingtaine de façons d'intervenir pour ce qui est d'écouter ce que les gens ont à dire. Si je suis, moi, un cadre dirigeant et que je passe 20% de ma semaine à participer à des séances d'écoute, à échanger avec des gens qui ont leur mot à dire sur le système. On a des dizaines et des dizaines de comités consultatifs, beaucoup de groupes de discussion, on parle aux dirigeants communautaires, on est constamment en conversation, en échange avec la communauté. Donc la différence entre ce que l'on faisait et ce que l'on fait maintenant, ce n'est pas en fait, c'est 20 ou 30 fois de plus que ce qu'on faisait autrefois. Alors, dans l'industrie des services, là, on fait un rapport quotidien avec les gens. On n'est pas à produire des marchandises sur une chaîne de montage. Hein. Il faut les bonnes procédures et il faut pouvoir établir une relation avec les gens alors qu'ils vivent leur vie dans le quotidien. Et ça change sa façon de faire quant à la façon de structurer son système. En partie, il s'agit de concevoir un accès en temps voulu aux clients. Donc, depuis 17 ans, nous avons un accès intéressant pour des dizaines de milliers de personnes. Cela signifie aussi que nous tâchons, comme vous le voyez dans l'image, de fournir des services qui sont plus opportun pour le client, non seulement dans la clinique. Cela signifie que nous avons restructuré nos soins. Donc, vous avez ici notre bureau clinique où nous avons une équipe intégrée. L'équipe de soins primaires comprend un clinicien, un adjoint et du soutien au cas. Donc,
4 personnes au total garantissent l'accès au patient au service qui lui convient le mieux. Et généralement, nous connaissons les clients d'ailleurs tellement bien que nous arrivons à retenir leur prénom. Alors, nous avons deux cliniciens, deux diététiciens plutôt, enfin une équipe de soins hétéroclite qui nous permet d'offrir des soins adaptés qui sont déterminés par le gestionnaire de cas. Alors, vous pouvez voir le clinicien que vous souhaitez, le professionnel que vous souhaitez, et ce dans le mode que vous préférez. Nous avons même des psychiatres sur place. Donc les choses qui sont compliquées comme la toxicomanie, la maladie mentale chronique, tout cela est co-géré par une équipe intégrée où vous avez des gens de la santé mentale, de la psychiatrie, qui font partie du même immeuble. Alors, toute notre façon de faire les choses a complètement changé. Karen McIntyre. Alors, à quoi ressemble l'expérience du patient de son point de vue? Il a fallu comprendre comment relater un récit. Donc South Central Foundation a passé beaucoup de temps dans le cadre de son introduction au personnel, à l'équipe, des moyens de relater des récits. Alors, partager des histoires, partager une relation, être dans une relation, cela signifie que les prestataires d'autres professions, comme les enseignants, par exemple, sont formés pour avoir une distance professionnelle entre l'élève et l'enseignant. Pareil pour notre contexte en santé. Nous, on voulait plutôt véritablement établir une relation avec notre client. Ce que cela signifie pour nous comme organisation, quel sera le partage de ces renseignements? Eh bien, cela se fait grâce à nos principes opérationnels. Les principes opérationnels visent à tisser des relations, par exemple des relations avec le client propriétaire et la famille qui doivent être encouragées, soutenues. Ensuite, on insiste sur le bien-être de la personne entière dans des lieux et des moyens qui sont optimisés. On veut un client, un patient qui soit actif également, un partenaire actif. On veut une conception qui concerne tout le système. On veut des résultats, des processus qui sont simples et évalués. On veut des services stables et pérennes. On veut un système axé sur la famille. On veut que les clients propriétaires impulsent l'amélioration du système. Comment y est-on arrivé? Eh bien, grâce justement au récit, à la narration qui a déjà été évoquée par le Dr. Ibi. Alors, des systèmes de services populationnels, évidemment, cela fait fond sur notre culture. Alors, les concepts clés communiqués lors d'ateliers. Ces ateliers s'adressent à tous les membres du personnel. C'est dirigé par le PDG. Il s'agit d'un atelier de 2 jours où on explique les compétences clés, c'est-à-dire comment activement écouter les patients et comment partager des concepts grâce à des récits. Donc, grâce à cet atelier, on apprend comment influer les gens et comment avoir un message percutant. Par ailleurs, les dirigeants en sont le modèle vivant. Les dirigeants apprennent à exprimer un récit de manière passionnante et cela est inculqué au personnel également lors de ces ateliers. Alors les concepts clés, c'est aussi un acronyme qui signifie bien-être. Nos concepts clés sont travail commun, encouragement de la compréhension, écoute active, humour, comprendre la différence de chacun, faire preuve de compassion, partager de manière ouverte et se respecter mutuellement. Dans le cadre de l'atelier de concept de base, nous avons formé plus de 600 employés. Donc, chacun comprend à présent les outils de communication qui nous permettent de communiquer entre nous, mais qui nous permettent aussi de communiquer avec les clients propriétaires afin de tisser des liens étroits. Nous avons aussi constaté une amélioration considérable du côté de la formation et de l'introduction de nouveaux patients, de mentorat, de l'encadrement. Nous passons environ 5 à 10 fois plus, dépensons 5 à 10 fois plus d'argent à
ces ateliers que la majorité des autres organisations. On s'assure aussi dans le cadre de l'embauche d'avoir des personnels qui s'intègrent bien à nos valeurs avant même qu'ils ne commencent leur emploi près de chez nous. Dr. Ibi, cela transforme véritablement les compétences de base du personnel. Être capable de raconter un récit, cela n'est pas simplement un atout qui permet d'éclairer le système. Non, cela remplace le cœur du système. Ça devient le thème central du système. Donc, il ne s'agit pas simplement d'ajouter la narration, cela remplace le cœur du système, c'est-à-dire qu'on veut une relation étroite à la base. Alors, rencontrons Frank, qui est une étude de cas. Frank a 79 ans, il est veuf, il a une MPOC, une insuffisance cardiaque, le diabète. Il appelle très souvent son médecin, il appelle souvent le 911 et il est souvent transporté à l'hôpital. Donc il s'est rendu au service d'urgence une douzaine de fois l'année dernière et il a été admis à l'hôpital à cette occasion. Il a d'ailleurs une valise à côté de sa porte car il sait qu'il devra se rendre aux urgences souvent ou à l'hôpital. Alors, les gens comme Frank consomment énormément de ressources. Alors, les systèmes traditionnels, bon, dans ce cas-là, on dit MPOC, insuffisance cardiaque, diabète. Donc, les prestataires vont dire soins primaires, cardiologue, pneumologue, endocrinologue, diététiste, physiothérapeute, pharmacien, soins à domicile. Donc, on parle de 8 à 12 prestataires distincts et il prend de 8 à 10 médicaments qui sont associés à un protocole, car évidemment, comme vous le savez, les ordonnances ou les directives proviennent de ces protocoles. Donc, il prend des dizaines de médicaments, il a toutes sortes de plans de traitement. Donc, cela est assez répandu lorsqu'on parle de patients qui souffrent de maladies chroniques. Alors, dans notre système, on dirait que la réalité est que Frank maîtrise sa situation. Il choisit de prendre des médicaments, de prendre des étapes pour assainir sa vie, d'appeler 911. Donc, il coûte beaucoup d'argent et on dirait en médecine qu'il a un faible taux d'observance. Alors, dans notre système, dans le système NUCA, on dirait, nous, que le diagnostic primaire de Frank, le diagnostic primaire de Frank a le trait à l'angoisse, l'isolement, l'insécurité, la confusion, la dépendance, l'absence de confiance. Ça, c'est le cœur de son problème médical. Et si on ne traite pas de ces choses, la MPOC, l'insuffisance cardiaque, le diabète n'auront qu'une importance. Donc, nos interventions principales concerneront un partenariat étroit, apprendre à connaître sa situation, comprendre les comportements qui permettront d'établir un bon plan de soins et ensuite trouver les moyens d'appuyer Frank dans son quotidien. Alors, une bonne coordination, intégration des soins du côté de son équipe de soins primaires et tous les autres spécialistes travaillent avec cette équipe et par l'entremise de cette équipe, on essaie de déterminer qu'est-ce qui le motive, et on lui demandera de participer plus activement à sa propre vie, trouver une raison d'être à sa vie. Nous estimons qu'il est en contrôle. On va faire fond sur ce qu'il est capable de faire, ce qu'il choisit de faire et conséquemment, il se rendra moins souvent à l'hôpital et il composera moins souvent le 911. Et conséquemment, il aura un plan de bien-être qui sera disponible dans le dossier de santé électronique et qui sera accessible pour tout le monde dans l'équipe. Et au final, si ça marche, eh bien, voici ce qu'on pourrait dire. Frank devrait être capable de dire il a eu ce qu'il veut, l'équipe a bien compris ce qu'il lui fallait, et l'équipe s'intéresse à lui, l'écoute, le conseil, le soutien. Et donc, ces questions, ces préoccupations sont prises en compte, ses soins sont coordonnés, ses valeurs, ses objectifs sont ce qui impulse son plan de soins. Alors, ce faisant, et nous l'avons fait, on constate qu'il y a des influences énormes sur le nombre de visites qui diminue, sur le nombre d'aiguillages vers des spécialistes. Les spécialistes deviennent des consultants de soutien plutôt que des systèmes parallèles. Les gens sont prêts à vivre avec des difficultés pendant un moment. Par exemple, quelqu'un appelle parce qu'il a un mal de
un mal de tête, on peut en parler au téléphone ou par courriel. Ça ne paraît pas dangereux. Étant donné qu'il y a un niveau de confiance, un accès, eh bien, les gens vont composer avec pendant quelques jours. Normalement, ça se résorbe seul. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on sera beaucoup plus ciblé sur le plan de l'évaluation. De sorte qu'on se trouve avec beaucoup moins de tests de laboratoire et de surutilisation de médicaments, de tests qui sont l'apanage de la médecine actuelle. Alors, on parle de moins d'acharnement thérapeutique et moins de surutilisation de tout ce qui concerne la médecine. On constate une diminution d'environ 60% des visites aux urgences, beaucoup plus des améliorations considérables du côté des résultats cliniques. On parle du 25e percentile plutôt que de se trouver dans le tout dernier percentile. Et généralement, on reçoit de meilleurs soins, de meilleurs résultats et un récit bien différent. On parle de soins très personnalisés plutôt que de soins axés sur le médicament. Karen McIntyre, voici à quoi ressemble le campus aujourd'hui. Il continue d'évoluer, de croître, on continue d'y apporter des modifications, mais qu'est-ce que cela signifie pour moi, le client propriétaire qui utilise le système? Que cela signifie-t-il pour moi qui souhaite obtenir des soins à l'heure actuelle? Qu'est-ce que cela signifie pour mon fils? Eh bien, cela signifie que mon fils a une relation avec son prestataire de soins primaires, qu'il a une relation avec ce prestataire depuis 16 ans. À présent, lorsqu'il se fait mal au genou, il peut envoyer un texto à Steve, son coordonnateur de soins, pour dire est-ce que vous pensez que je dois venir en clinique? Voici ce qui s'est passé. Et c'est une façon fondamentalement différente de prodiguer des soins et de partager la responsabilité de ces soins. C'est aussi important pour notre président, notre chef de la direction. Nous voulons faire plus. Nous avons encore beaucoup plus à faire pour bien répondre aux besoins de notre clientèle. Et comme je le disais, nous sommes sur un cheminement. Les clients s'intéressent à ce qui se passera non pas pendant les 5, 10, 15 prochaines années, mais qu'est-ce qui se passera en santé pour leur famille, dans l'avenir, pour les générations à venir, pour leurs petits-enfants et les enfants de leurs petits-enfants. Nous avons des couches de changement. Nous venons de mettre en exergue quelques-uns de ces changements, mais il y a une possibilité de partager davantage car nous recevons beaucoup de demandes de partage de nos méthodes et d'ailleurs à Anchorage, tous les mois de juin, nous organisons une conférence pour ce faire. Alors nous sommes prêts à répondre à vos questions à présent. Jen Verma, merci beaucoup Karen et Doug, d'excellents exemples. Nous avons déjà une question qui nous provient de AHS. Alors, je vais dire à notre auditoire, il nous reste environ 10 minutes pour le webinaire d'aujourd'hui. Nous allons nous en servir pour les questions et réponses. Nous allons reporter la deuxième partie de ce webinaire car on veut véritablement se servir du temps qui nous reste pour répondre à vos questions. Alors, si vous avez des questions pour n'importe lequel de nos conférenciers, inscrivez-les dans la boîte de dialogue. Alors, Jennifer Reese, AHS, qui provient du projet collaboratif à agir en partenariat avec les patients et leurs familles, envoie une question à Karen et Doug. Travail extraordinaire, résultat extraordinaire. Combien d'années avez-vous passé à ce cheminement? Et moi, de mon côté, j'aimerais savoir comment vous êtes passé d'une pratique ponctuelle à une pratique continue. Alors, depuis combien de temps vous adonnez-vous à ces changements? Doug et Karen. Dr. Doug Eby. Eh bien, je vous dirais que ça fait 30 ans. Mais bon, 18 ans si on regarde les choses autrement. Alors, dans le passé, nous avions un système exploité par le niveau fédéral. Nous recevons toujours du financement fédéral, mais à présent, nous avons un contrôle régional, et ce depuis 18 ans. Donc, dans les premières années, on est passé à la coordination ou à l'accès le jour où le patient le veut. Enfin, tout cela est en place depuis environ 18 ans. Donc, nous savons que le système est pérenne, qu'il continue de s'améliorer année sur année. Or, la restructuration de la compréhension fondamentale de nos activités précède cela. Donc, il y a plus de 2 décennies, on a déjà commencé à revoir nos relations praticiens-patients. Et on a restructuré le système en fonction de cette relation. Jen Verma, merci beaucoup. Alors, j'ai une question à présent
Et d'ailleurs, je vais poser la même question à tout le monde, à ST entre autres. Tandis que vous vous lancez sur cette initiative, comment établissez-vous des priorités sur le plan du travail de conception conjointe que vous avez décrit à CHIO et pareillement pour Kaiser Permanente? Comment établir des priorités parmi tous les secteurs dans lesquels vous exploitez des services? Mireille Brosseau, c'est une excellente question. C'est une question qu'on se pose nous-mêmes d'ailleurs. Alors, c'est un véritable test pour nous. On a commencé la conception conjointe de l'expérience des patients en oncologie. Et nous sommes en train de résumer les données de la première phase. Nous avons un plan d'évaluation qui nous donne des renseignements sur l'efficacité de la CCEP, sur le plan de l'atteinte des objectifs que j'ai déjà explicités. Alors, nous sommes en train de faire la collecte de ces résultats et d'en faire l'analyse. Nous n'avons pas encore présenté ces analyses afin de déterminer si la pratique sera pérennisée. J'ai certainement des idées et d'ailleurs, j'ai été véritablement séduite par ce que disait Esther. Alors, nous avons des débuts de conversation avec ce qu'on appelle CHIO-Works. CHIO-Works est le titre que nous avons donné à ce nouveau cadre d'amélioration de la qualité qui est déployé à l'ensemble de l'organisation. Des conversations récentes m'ont permis, moi, entre autres, de comprendre que les efforts se sont surtout faits du côté du renforcement des capacités et de l'infrastructure et qu'à présent, cela va amorcer un virage vers l'élaboration de systèmes d'amélioration qui fournit davantage de soutien aux activités d'amélioration au niveau des unités. Alors, à l'heure actuelle, nous tâchons de déterminer comment s'assurer que ces pratiques fassent partie de nos pratiques usuelles. Et la conception conjointe n'est qu'un tout petit élément de cela. Christine Coury, ma collègue, participe à l'élaboration d'un cadre de participation du patient et à des conversations avec les équipes d'amélioration de la qualité, de planification d'amélioration de la qualité, afin de comprendre comment on pourrait interrelier la participation du patient à l'amélioration de la qualité. On est loin de la coupe aux lèvres, nous continuons d'apprendre et nous tâchons de mettre à l'épreuve ce que nous pensons afin de voir quelles sont les possibilités d'amélioration. Jen Verma. Oui, allez, bien justement, je me demande, Madame Neuwirth, qu'est-ce qui se passe du côté de Kaiser Permanente sur ce front? Estée Neuwirth. Eh bien, du côté de la narration vidéo, nous encourageons les gens, en fait pour les deux, nous encourageons les gens à examiner leurs priorités et de penser de manière très poussée à ce que l'ethnographie vidéo et la narration de récit peut contribuer. Nous avons d'ailleurs une grille de planification qui permet aux gens de prendre des décisions, à savoir où déployer l'outil afin qu'il soit plus efficace, car il n'est pas opportun dans toutes les situations et parce que à la fois la narration vidéo et l'ethnographie vidéo exigent beaucoup de temps, de ressources et d'énergie, donc il faut être conscient des services qui se prêtent le mieux à ce genre d'activité afin de s'assurer que ce qui sera produit sera partagé et sera largement diffusé de sorte que l'on puisse optimiser le temps et l'argent qu'on investit dans cela. Donc je dirais que pour la narration vidéo, les équipes choisissent les domaines prioritaires. Ils peuvent être nombreux d'ailleurs, mais dans le cas de l'ethnographie vidéo, étant donné qu'elle prend plus de temps, dans ce cas-ci, on parle véritablement des premières priorités au niveau local, au niveau de l'hôpital ou de la clinique. On ne fera pas plus d'un ou deux domaines par année, peut-être même un seul domaine par année pour l'ethnographie vidéo. Alors qu'au niveau national, et d'ailleurs nous appuyons beaucoup de projets, nous faisons environ 8 à 10 projets d'ethnographie vidéo par année. Et je dirais de nouveau qu'il s'agit de projets très intensifs sur le plan des ressources humaines. Donc, on est très précautionneux. Jen Verma, merci beaucoup. Alors, je suis toujours prête à répondre à vos questions si vous avez des questions de suivi. J'ai une question d'ailleurs que j'aimerais adresser à Doug et Karen. J'aimerais savoir, car une des choses qu'on a évoquées, on a parlé de l'exemple de Frank, je me demande comment vous prenez l'expérience de Frank pour
élaborer des services pour l'ensemble d'une population. Donc des gens qui peuvent ou ne pas, ils peuvent ressembler ou ne pas ressembler à 5. Dr. Doug Eby. Alors contrairement aux gens qui nous rendent visite, nous n'avons pas fait une distinction entre les usagers chroniques, si vous voulez, et les autres. Non, quelle que soit la maladie, quel que soit le niveau d'utilisation, la chronicité, on offre le même type de service, mais on donne des soutiens additionnels à des gens qui sont particulièrement, des cas particulièrement complexes. Mais évidemment, on est souvent devant des patients différents. Ce que je vous dis, c'est que nous avons restructuré notre système et d'ailleurs nos dépenses par habitant est bien inférieure à la moyenne nationale et beaucoup plus semblable à celle du Canada qu'aux États-Unis. Alors, comment nous l'avons fait? Eh bien, parce que nous avons choisi des approches de type centre d'excellence. On s'est débarrassé de beaucoup de choses qui coûtent très cher et qui sont très inefficaces, qui sont des obstacles à l'accès. Il nous fallait des équipes centralisées, des équipes qui se concentrent sur la relation, la capacité d'établir un lien étroit avec un patient plutôt que toutes sortes de centres d'excellence spécialisés. Donc, on s'est débarrassé, par exemple, des infirmières d'immunisation, des cliniques spécialement pour les gens atteints de VIH, de PID, de MPOC, d'asthme. Alors, nous avons changé tout le système de sorte que les gens qui travaillaient dans ces centres, à présent, travaillent dans des pratiques générales en équipe. Ainsi, on peut offrir des soins thérapeutiques complexes au même endroit aux patients. Et ça, bon, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça veut dire qu'on investit beaucoup d'argent dans une même corbeille. On ne tâche pas de ménager la chèvre et le chou. Non, on tâche de concevoir un système qui est axé sur le patient, sur le client, plutôt que d'avoir des centres qui sont axés sur les professions. C'est un système radicalement différent. Il ne s'agit pas d'apporter des petites modifications aux structures existantes. Non, nous avons entièrement refondu notre système. Jen Verma, eh bien, j'ai vraiment l'impression que c'est une révolution. Vous êtes beaucoup plus réactif, vous offrez des services beaucoup plus personnalisés et vous êtes davantage axé sur l'excellence du service, effectivement. Le docteur Doug Eby. Oui, en fait, l'obtention des récits, l'utilisation des récits, la co-conception, tout cela est extrêmement important, car en général, nous constatons que bon, les gens généralement apportent des petites modifications et c'est difficile pour un client de voir une différence si vous ne remettez pas en question les présomptions de base de votre système. C'est une conversation effrayante pour les gens qui préfèrent le statu quo. Et là, on parle de la majorité. Vous savez, on peut penser axé sur le patient, c'est bien, oui, mais possédé par le patient, ça, c'est une étape encore plus importante. Jen Verma, merci. Alors, excellente façon de conclure ce webinaire. D'ailleurs, j'espère qu'on pourra poursuivre cette conversation. Je veux que vous sachiez, étant donné que le temps est écoulé, que nous avons inscrit des ressources additionnelles à l'écran qui peuvent vous intéresser. On vous encourage à consulter ces liens afin d'obtenir des renseignements supplémentaires. L'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui est toutes les ressources seront disponibles sur la plateforme d'apprentissage de votre projet collaboratif de la Fondation. Nous allons suivre aussi avec un courriel. Bon, étant donné que nous n'avons pas abordé la deuxième partie de l'appel sur le récit efficace, l'art de la narration, nous devrons le faire dans le cadre d'un autre webinaire et nous allons vous poser des questions à ce propos dans le cadre d'une enquête. Alors, je vous demande de vous rejoindre, de vous joindre à moi pour remercier nos conférenciers. Merci à tous. Merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Je veux aussi remercier les équipes d'amélioration qui ont pu assister à la séance d'aujourd'hui et qui ont participé aux conversations. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je me réjouis de poursuivre cette conversation sur le rapatriement de l'innovation. La téléphoniste. Merci. Mesdames et messieurs, ceci conclut votre appel pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher. Passez une excellente journée.